Il y a tout juste 20 ans, les Français disaient non au référendum portant sur la constitution de l'Union européenne. Alors que la plupart des élites politiques et médiatiques militaient en faveur du oui, eh bien le peuple en avait décidé autrement. Depuis, ce divorce entre souveraineté populaire d'un côté et régime médiatique de l'autre s'est vu et constaté dans d'autres pays occidentaux, avec le Brexit au Royaume-Uni ou avec l'élection de Trump aux États-Unis. Alors avec mes invités ce soir, le philosophe Marcel Gauchet et le jeune essayiste Raphaël Dohan, j'aimerais que l'on revienne sur cette fracture du 29 mai 2005, cette fracture démocratique. Est-ce que c'était le début des ennuis politiques français? Est-ce que c'est ce fossé entre la souveraineté populaire d'un côté et le gouvernement des juges et le régime médiatique de l'autre a continué à se creuser? Et quelles seraient les solutions pour le résorber? Est-ce que le référendum, par exemple, serait une bonne solution? Eh bien, on en débat ce soir dans le club Le Figaroïdé. La France est-elle encore une démocratie? Telle est la question que nous nous posons. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Marcel Gauchet, on ne vous présente plus aux lecteurs du Figaro. Vous êtes d'ailleurs déjà venu dans ce club Le Figaroïdé. Vous êtes l'auteur d'une réflexion de plus de 40 ans sur nos sociétés démocratiques. Vous avez notamment publié en 4 tomes L'avènement de la démocratie, une somme monumentale sur nos sociétés postmodernes où semble triompher le principe démocratique, mais en réalité sa mise en œuvre n'est pas forcément évidente. Vous avez publié d'ailleurs récemment Le nœud démocratique, un essai où vous décrivez l'impasse de nos démocraties libérales où un état de droit hypertrophié enserre la volonté populaire et la capacité du politique à agir concrètement pour changer les choses. Raphaël Dohan, vous êtes normalien et énarque agrégé de lettres classiques, un membre éminent de l'élite, pourrais-je dire. Vous aimez à faire des ponts dans votre travail entre l'Antiquité et notre actualité, notamment politique. Vous avez publié notamment « Si Rome n'avait pas chuté », une uchronie absolument fascinante où vous imaginez le destin de l'Empire romain s'ils avaient fait certaines découvertes technologiques qui n'auraient pas conduit à la décadence. Et vous publiez « Faire de la France une démocratie », un essai coup de poing où vous essayez peut-être justement d'empêcher la décadence de la France en disant qu'il y aurait des moyens pour refaire de notre pays une démocratie. Vous nous expliquerez pourquoi, selon vous, elle n'en est pas une. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisque il y a tout juste 20 ans, le 29 mai 2005, c'était un coup de tonnerre dans la vie politique française qui résonnait avec ce non au référendum. Et je voudrais qu'on voit une petite archive qui va nous rappeler à quel point, à l'époque, c'était inattendu. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Mais on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats 3 éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire, il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel, les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Marcel Gauchet, qu'est-ce que vous inspire ces images avec 20 ans de recul? Est-ce que vous diriez que ce non en 2005 a été un moment de bascule? C'est plus qu'un moment de bascule. Le vrai moment de bascule, d'ailleurs, il faut le préciser, est en 2008, quand Nicolas Sarkozy fait adopter en catimini, très peu de gens y ont prêté attention, la substance de ce traité par la voie parlementaire. Moyennant Traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne.
qui devient le moyen. Le vote français permet le traité de Lisbonne. C'est là que ça se situe. C'est-à-dire l'escamotage, le choc de ce vote totalement inattendu a été profond, mais le retentissement dans la durée du piétinement ou de la mise à l'écart du résultat du référendum est le vrai traumatisme originaire de la démocratie française dans son état actuel. À mes yeux, cette double séquence, en fait, signe la fin de la Ve République, de l'esprit de la Ve République. Bien sûr, les institutions sont toujours là, mais leur sens, ce qui avait fait l'adhésion profonde du pays à ces institutions, n'est plus là. L'esprit de la Ve République a disparu. Et ont disparu, dans la suite, les deux partis de gouvernement qui se sont associés à cet escamotage du référendum de 2005. Les Républicains, d'un côté, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui ? Avec de vagues sursauts de temps à autre, on vient d'en avoir un. Et le Parti socialiste, n'en parlons même pas, qui arrive à moins de 2% à la dernière élection présidentielle. Il paye le prix de ce phénomène majeur qu'a été l'indifférence pour ce qu'est l'institution sacrée, qu'on utilisait d'ailleurs assez peu déjà, et qui est aujourd'hui passée complètement à la trappe, qu'est le référendum. Vous parlerez de trahison des élites ? Les mots sont d'un ordre psychologique qui n'est pas de mise. Je dirais, non, je n'emploierai pas ce mot, mais beaucoup plus. C'est bien pire que la trahison, c'est la méconnaissance. Trahison, ça implique des situations majeures, la guerre, l'espionnage. Non, on n'est pas dans quelque chose de cet ordre. On n'a rien vendu à l'ennemi. Donc les procès excessifs ne portent pas. Mais c'est pire, c'est ne pas comprendre le cadre institutionnel à l'intérieur duquel on évolue. Ne pas comprendre l'esprit des institutions au-delà de leurs lettres. Parce que formellement, là, les choses sont parfaitement légales, il n'y a rien à dire. En revanche, l'esprit qui anime un système politique peut s'évaporer dans une manière de s'en détourner. Et c'est ce qui s'est passé. Raphaël Dohan, vous dites, alors Marcel Gauchet dit que la Ve République est morte ce jour-là, vous dites que c'est la démocratie qui n'existe plus en France. Vous dites que la France n'est plus une démocratie, est-ce que vous le dateriez de ce moment ? Alors, je ne le daterai pas de ce moment en particulier, mais c'est vrai que le référendum de 2005 a montré dans l'histoire récente, peut-être plus que d'autres événements, le fossé entre les représentants et les représentés. Depuis la Révolution française, notre système est fondé sur deux convictions. D'abord que la loi est l'expression de la volonté générale, et ensuite que les parlementaires sont censés représenter cette volonté générale. Et là, on a vu très explicitement que la volonté générale était en contradiction avec la majorité de ceux qui étaient censés la représenter. Et donc là, ça s'est vu de manière beaucoup plus claire d'ailleurs que dans les autres élections, puisque précisément dans une élection présidentielle à 2 tours, il y a toujours la possibilité qu'on se dise « Ah oui, mais ils votent contre telle personne, donc finalement il y a un peu… » Alors que là, c'est vraiment aussi limpide qu'on puisse le faire, surtout sur un sujet aussi fondamental. Et donc oui, de ce point de vue-là, le fossé n'a jamais été aussi net. Mais je ne dirais pas que c'est la source non plus de l'absence de démocratie. Comme l'a rappelé Marcel Gauchet, le référendum a été assez peu utilisé, même auparavant. Alors, ça fait 20 ans qu'on ne l'utilise plus du tout. Mais quand on regarde l'histoire depuis 1958, il y a eu 5 référendums sous le général de Gaulle, si on compte celui qui a fondé la Ve République, et seulement 5 autres sous tous ses successeurs. Donc ça fait une courbe quand même très, très descendante. Et c'est pas vraiment nouveau non plus, parce que la Ve République est une sorte d'exception dans les régimes français, en tout cas dans la République française, de ce point de vue. On a peu utilisé de procédures directement démocratiques comme le référendum dans notre histoire depuis la Révolution. Et vous diriez que est-ce qu'on a voulu lire aussi ce moment du référendum en disant bon, finalement les Français n'ont pas compris véritablement ce qui se jouait, c'était pas vraiment un rejet de l'Union européenne, c'était un rejet de la personnalité de Jacques Chirac, de l'élite politique. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a eu un sincère, que le peuple, quand il s'est exprimé à ce moment-là, a voulu dire quelque chose de sincère, il y avait une vraie conviction, ou vous diriez, comme beaucoup l'ont relu après, que il y avait, voilà, le message était autre?
Le message est toujours autrement jugé par les analystes. Je crois que c'est vraiment le jugement le plus stupide qu'on puisse porter en politique. On peut s'interroger sur les motivations réelles des acteurs. Je précise, il faut se rappeler que ce référendum est une exception dans la Ve République parce que c'est le référendum qui a suscité la plus grande mobilisation de l'intelligence des citoyens. Ce texte de la Constitution européenne a été décortiqué. Il a donné lieu à toutes sortes de réflexions. Oui, il était envoyé à chacun des Français qui le lisaient. Oui, et ils l'ont lu. Et c'est bien le problème. On espérait évidemment qu'ils n'y mettraient pas. Et je crois que la leçon a été tirée d'ailleurs indépendamment même de la procédure. D'où l'idée, c'était trop compliqué pour eux. Eh ben non, je crois qu'ils avaient bien compris une chose très simple, c'est qu'en gros avec ce traité, ils n'auraient plus la voix au chapitre. Donc c'était voter pour sa propre annulation comme peuple politique, c'est pas une perspective très exaltante. Je crois que c'est pas très difficile à comprendre et c'est là le cœur du problème. Oui, Raphaël Douin. C'est un débat qui était beaucoup plus éclairé et instructif que les débats qu'on a eus lors des élections européennes, enfin quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur la construction européenne. On n'a jamais de débat aussi nourri et aussi dense que pendant ce référendum en particulier. Mais la procédure même du référendum incite à avoir un débat pédagogique sur le traité ou le projet de loi en question, ce qu'on ne fait jamais en fait vraiment dans le cadre d'un débat parlementaire plus classique, parce que précisément le Parlement étant censé être l'enceinte de débat, il y a moins de raisons de faire sortir les arguments de fond de cette enceinte. Donc clairement l'argument selon lequel les Français seraient moins informés sur un référendum que sur autre chose, en fait c'est ça le problème, c'est d'ailleurs de cet argument, c'est que si les Français ne sont pas capables de voter pour un référendum, pourquoi seraient-ils capables de voter pour choisir un député? Après tout, quand on fait dans une élection législative, on choisit en principe quelqu'un qui va nous représenter sur tous les sujets à la fois, toutes les questions possibles, et on serait censé être plus à même de le faire que sur une question finalement circonscrite et sur laquelle on peut entendre pendant plusieurs mois des débats argumentés. Après, certains ont dit que le vote pour Nicolas Sarkozy, qui avait dans son programme le traité de Lisbonne, était en fait finalement un changement d'avis des Français. C'est ce que dit par exemple quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit. Il dit les Français ayant voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait pour projet de faire le traité de Lisbonne, ils ont en fait changé d'avis et ils ont donné un blanc-seing à Nicolas Sarkozy pour revenir sur le 2005. Le projet de Nicolas Sarkozy ne comportait pas comme clause principale, que je sache, de revenir sur ce résultat. C'était évidemment noyé, et fait pour être noyé, dans un salmigondis de mesures hétéroclites. Donc, et si les Français avaient vraiment changé d'avis, on pouvait leur demander leur avis. C'était après tout une démarche... Et on ne leur demande plus leur avis depuis. Ce que le général de Gaulle avait fait d'ailleurs sur la crise algérienne, puisqu'il arrive avec l'idée qu'on va garder l'Algérie, puis finalement, lui-même et les circonstances ayant changé, quand il décide finalement d'aller vers l'autonomie de l'Algérie, il le demande aux Français directement. On aurait pu envisager un scénario similaire. Et d'ailleurs, donc, depuis ce 29 mai 2005, il n'y a plus eu de référendum en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un traumatisme pour notre élite politique qui a désormais peur de demander son avis au peuple? Oui, le traumatisme est d'ailleurs plus grand. Il a l'air plus grand chez les politiques que chez les électeurs, puisque quand on regarde les enquêtes d'opinion, ils sont tous très demandeurs de faire de nouveaux référendums. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, en particulier, on a l'impression de voir beaucoup parler de référendum dans la classe politique. Tout le monde y va de son sujet de référendum. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois, on leur oppose que c'est impossible juridiquement, que ça ne rentre pas dans le champ de l'article 11 de la Constitution. Donc il y a quand même, je pense, une sorte de sentiment de malaise ou peut-être pas de culpabilité, mais enfin, on voit que la classe politique cherche à réparer une erreur en ce moment. On va voir jusqu'où ça mène, parce que tout est fait pour que ce soit difficile de mettre en œuvre un référendum, mais je pense qu'on arrivera à un moment à une nouvelle édition de cette procédure. Marcel Gauchet, vous pensez qu'il y a une peur Comme du peuple? me l'a dit un de mes interlocuteurs une fois dans une discussion du même genre, heureusement, c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on le fasse. Donc, c'est pourquoi on peut se permettre d'agiter l'idée, ça ne court pas à conséquence, et ça montre qu'on a un grand cœur démocratique. Ils vivent à l'abri du fait qu'on ne pourra pas le faire. Donc, mais je crois que la revendication est omniprésente. Et c'est peut-être même l'une des revendications qui arrive le plus spontanément quand on demande aux gens, on a vu d'ailleurs au moment des Gilets jaunes, le RIC. Le RIC. Et je pense que l'une des raisons de la grande popularité, du soutien de l'opinion dont ont bénéficié les Gilets jaunes tenait à cette proposition qu'ils mettaient en avant.
Mais évidemment, c'est là qu'est la ligne de clivage. Elle est ancienne. Hein. Le général de Gaulle a imposé l'idée du référendum avec peine à la classe politique dont il héritait avec la 4e République. Et je pense que c'est là qu'est une des lignes de fracture les plus fortes du champ idéologique aujourd'hui. Mais est-ce que, Raphaël Dohan dit que la France n'est plus une démocratie. Est-ce que vous reprendriez ce constat? Ou est-ce que vous diriez qu'il existe différents types de démocratie, que la France est un type de démocratie, mais qu'il n'est plus une démocratie de type populaire, en tout cas reposant sur la souveraineté populaire? Je pense qu'il ne faut pas entrer dans une querelle de mots. Raphaël Dohan reprend l'idée démocratique dans son sens premier, qui est en langage moderne la souveraineté du peuple. La démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté du peuple. Après, il y a la question des modalités. Nous sommes globalement dans un système de légitimité démocratique. C'est pourquoi nous pouvons employer le mot démocratie pour qualifier nos régimes sans excès. Mais il est vrai que la question de l'exercice du principe propre de la démocratie, qui est la souveraineté du peuple, reste totalement en question. Les modalités d'exécution de ce principe ne sont pas réglées et le référendum est effectivement la manière la plus directe d'exprimer ce principe. Donc ça ne me choque pas qu'on dise la France n'est pas en démocratie, elle ne l'est pas en un sens, tout en faisant partie d'un univers de valeurs, de principes, de règles qui sont démocratiques. Il ne faut pas se battre sur les mots. Mais je comprends bien l'intention qui était celle de Raphaël Dohan et je l'approuve. Oui, je suis dans un pays où nous choisissons nos gouvernés. Oui, nos gouvernants, pardon. Le fait de dire qu'on n'est pas en démocratie dans ce sens très précis ne veut pas dire qu'on nous sommes en dictature ou dans un régime totalitaire. Mais d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, tout le monde, parce que nous sommes effectivement, comme l'a dit Marcel Gauchet, dans un environnement, disons, démocratique, tout le monde se dit démocrate quasiment. Il y a très peu de monarchistes, même si on en voit quelques-uns apparaître dans le débat américain. Il y a un des inspirateurs de J.D. Vance, voilà, Curtis Yarvin, qui lui se dit monarchiste. Il dit que les États-Unis devraient devenir une monarchie, ce serait plus efficace. Mais c'est très rare finalement les gens qui assument d'être monarchistes ou qui assument d'être autre chose que démocrates dans. Et puis il y a des monarchies électives. En plus, absolument, voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas, je crois, de Curtis Yarvin. Non, donc en fait, le mot démocratie a donc ce sens antique, finalement très simple et qui n'est pas chargé de mystère dans l'Antiquité, qui est simplement, comme l'a dit Marcel Gauchet, la souveraineté du peuple, c'est que le peuple fait lui-même les lois. C'est quelque chose qui trouve sa place parmi d'autres types de régimes qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients dans la philosophie classique. Souvent d'ailleurs, les philosophes antiques considèrent que le meilleur régime, c'est celui qui tire un peu à la monarchie, à l'aristocratie, à la démocratie. Et je trouve que la Ve République ressemble un peu à ce type de régime mixte, puisque précisément, on a un président de la République que beaucoup assimilent à une forme de monarque républicain. On a évidemment un régime parlementaire un peu aristocratique dans sa manière de fonctionner. On pourrait même inclure la haute fonction publique dans cette aristocratie qui gouverne le pays. Et on a l'article 11 de la Constitution et donc le référendum qui serait la part proprement démocratique du régime. Le fait qu'on ait très peu utilisé le référendum, qu'il soit assez limité dans son champ d'action et qu'aujourd'hui on ne l'utilise plus du tout, fait que pour moi on a perdu cette jambe démocratique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est en dictature, mais je trouve non seulement que c'est une bonne chose en soi d'un point de vue de principe d'avoir plus de démocratie dans un pays, mais surtout je pense qu'on perd en capacité d'action de ce point de vue-là. Parce que la démocratie, c'est pas seulement une manière de vérifier que les citoyens soient d'accord avec les gouvernants, c'est surtout une manière de faire la loi, de faire des réformes, de prendre des décisions. Et le référendum lui-même est bien l'incarnation de cette qualité de la démocratie qui est de pouvoir décider. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le régime parlementaire est arrivé, en France en tout cas, est arrivé à une sorte d'impasse. Alors, il n'y a pas que l'aspect purement politicien, il y a aussi évidemment, Marcel Gauchet le dit mieux que moi, la question de l'état de droit en général et des contraintes juridiques qui pèsent sur l'État. Mais pour moi, la démocratie est d'abord une question de capacité d'action aujourd'hui. Vous pensez qu'une démocratie est plus efficace qu'un régime autoritaire ou pyramidal pour prendre des décisions? Parce qu'on voit aujourd'hui, face à des empires tels que la Chine, tels que la Russie, vous avez vu aux États-Unis monte ce débat justement sur la difficulté des démocraties à répondre aux crises. Vous pensez que si on demande son avis continuellement par des référendums, on sera plus efficace face à ces dictatures qui arrivent à prendre des décisions sur le long terme? Est-ce que ça risque pas d'être un handicap en fait d'être une démocratie?
J'ai tendance à penser que justement le fait de reposer sur la souveraineté populaire donne aux décisions qui sont prises une légitimité et donc une force et une solidité que n'ont pas d'autres formes de régime. Alors on peut comparer évidemment à des régimes autoritaires, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que la démocratie est plus faible que ces régimes adverses, c'est, je pense, en fait, en réalité, d'abord les contre-pouvoirs, notamment juridiques, qu'on a placés contre les possibilités d'action de la démocratie. On a tendance à confondre beaucoup en fait des notions, disons libérales, politiquement libérales, avec la démocratie. Mais bon, encore une fois, je parle sous le contrôle de Marcel Gauchet, bien sûr. Mais la démocratie elle-même, par exemple, dans son sens primitif, n'implique pas forcément des contre-pouvoirs très très forts. Au contraire, même, ça donne un vecteur à la majorité pour agir qui est quasi direct. Donc, de mon point de vue, oui, la démocratie, c'est un régime en fait puissant. Et d'ailleurs, l'exemple athénien dans l'Antiquité est plutôt un exemple de cité agressive, conquérante et plus puissante que tous ses voisins qui ont dû s'allier pour aller contre elle. Oui. Après, il y a l'expédition de Sicile et Elle fait des erreurs, mais tous les régimes font des erreurs quoi qu'il arrive. Marcel Gauchet, sur l'efficacité de la démocratie. Je crois que c'est l'inverse, moi. Je crois que les régimes autoritaires peuvent avoir une apparence d'efficacité, puisque la décision n'est pas discutée, tout simplement. Et je crois que les démocraties, parce qu'elles reposent sur l'adhésion d'un collectif qui légitime l'action des pouvoirs, sont à long terme et dans la durée beaucoup plus efficaces. Et je crois que l'expérience d'ailleurs du XXe siècle a apporté un certain nombre de leçons sur ce sujet. Ce qui fait la force d'un système politique, c'est la légitimité dont jouissent ceux qui prennent les décisions. Parce qu'ils ne sont pas arrêtés précisément. Ils ont la garantie. La décision arbitraire d'un dictateur peut paraître efficace à court terme. En réalité, l'expérience le montre abondamment, elle s'enlise très vite. Je ne parle pas des décisions du style entrer en guerre, mais des décisions qui concernent la gestion collective. Parce que la décision est prise, regardez ce qu'était le système soviétique, la décision était prise et elle disparaissait dans les rouages de l'administration. En pratique et sur le terrain, on ne voyait pas beaucoup les résultats, qui auraient dû être mirifiques et qui étaient lamentables. Je pense qu'en démocratie, par la correspondance entre l'action et la légitimité dont elle dispose, ces niveaux inférieurs, par exemple, quand on entre un peu dans le détail, ne se sentent pas le droit, tout simplement, de contrecarrer la décision qui arrive d'en haut. Parce que c'est ça le problème, c'est pas de prendre des décisions, c'est de faire qu'elles deviennent effectives. Et c'est là que le bas blesse aujourd'hui dans nos régimes. La démocratie, c'est en quelque sorte phagocytée elle-même par là, on a fabriqué des contre-pouvoirs qui se révèlent en réalité pas vraiment protecteurs, contrairement à l'idée optimiste qu'ils se font d'eux-mêmes, mais en réalité très incapacitants. Je crois qu'au contraire, c'est le moyen démocratique et le moyen de revenir, et là je suis totalement d'accord avec Raphaël Doha, c'est le secret de la véritable efficacité. Parce qu'encore une fois, la décision prise en haut, ça ne signifie pas qu'elle deviendra effective en bas. Je voudrais vous faire réagir à une phrase de Pierre Rosanvallon qui a donné une interview au Monde où il dit « Les juges incarnent autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté du peuple ». Est-ce qu'on n'est pas là dans une confusion entre justement d'un côté la souveraineté, la légitimité des élus qui ont été élus par le peuple et les juges qui aujourd'hui effectivement prennent des décisions ou empêchent certaines décisions d'être prises au nom d'une légitimité qui est difficilement vérifiable, en tout cas pas démocratique. Marcel Gauchet. Je crois avoir mal dit dans le Figaro même, tout à fait, sur cette proposition qui me semble absurde, tout simplement. La légitimité des juges est cantonnée par une loi qu'ils ne font pas. Si les juges faisaient la loi, je crois qu'on entrerait dans un système extrêmement dangereux, et ils y tendent. C'est précisément cette tendance qu'il faut contrecarrer. Les juges mettent en œuvre des lois qui ont été adoptées selon une procédure qui n'est pas contestée. Mais il ne leur revient pas, par un mystérieux sixième sens,
On acquiert un 6e sens à l'école de la magistrature, apparemment, dans l'esprit de Pierre Rosanvallon, ou qui vous donne le moyen de comprendre des choses que des braves élus sont incapables de saisir, et leurs électeurs, n'en parlons même pas. Heureusement que ce sont des élus et pas des électeurs. Je crois qu'on se rapproche d'ailleurs d'un système franchement censitaire, couronné par la science suprême qui serait celle du droit détenue par les juges. Je crois que on tourne le dos carrément au principe démocratique dans sa version la plus élémentaire. Oui. Raphaël Doran, je ne sais pas si la question se posait au moment de la démocratie athénienne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai débat, peut-être encore plus qu'en 2005, il est entre ce que veut le peuple, la souveraineté populaire, et un pouvoir judiciaire, un pouvoir technocratique qui empêche certaines décisions d'être prises. On le voit notamment à travers le rôle des cours suprêmes qui de plus en plus censurent non seulement la volonté populaire directe, mais la volonté des élus aussi, puisque les élus eux-mêmes, la démocratie représentative elle-même est censurée par les cours suprêmes. On l'a vu pendant la loi sur l'immigration, par exemple. Alors, il y a moins d'exemples antiques de ce genre de configuration, évidemment, mais en revanche, on retrouve un schéma qui ressemble beaucoup à celui de l'Ancien Régime, en fait. Ça a déjà été souligné plusieurs fois. Voilà, des parlements qui sont des magistrats et qui se permettent, sous l'Ancien Régime, donc d'aller contre des décisions royales, ce qui implique une sorte de jeu du chat et de la souris entre le roi, le monarque absolu, et les parlements pour essayer de retrouver l'autorité royale. Et c'est ça qui est étonnant dans la déclaration de Pierre Rosanvallon, c'est que l'un des acquis de la Révolution française, ou en tout cas l'une des très grandes décisions consensuelles de la Révolution française, c'était de dire que le juge n'a pas à toucher à ce que fait le souverain, et à ce que fait notamment l'Assemblée nationale en l'occurrence. Alors que si on met les deux, c'est-à-dire les parlementaires ou les électeurs eux-mêmes et les juges sur le même niveau de légitimité démocratique pour décider de la loi, évidemment, tout s'effondre. Enfin, tout le régime sur lequel on a construit aujourd'hui notre société n'a plus de sens en réalité. Donc, sauf à élire les juges, ce qui serait encore un autre cas de figure. Éventuellement, et encore, parce que ça voudrait dire que dans chaque cas, enfin, on pourrait avoir des... Alors, il y a toujours une sorte de fiction, enfin, qui est qu'on met en haut des jugements au nom du peuple français. Mais en fait, évidemment, ça veut dire simplement que la loi est censée être expression de la volonté générale et du peuple français, et donc que le juge applique ce que la loi a voulu. Après, la question, c'est toujours la marge d'appréciation qu'on laisse aux juges. Et de ce point de vue-là, ce qui me paraît être le principal problème aujourd'hui, c'est surtout des normes à caractère très vague qu'on laisse ensuite interpréter. Mais ça, d'ailleurs, c'est pas forcément une conquête de la part des juges. C'est aussi que le législateur leur laisse des jouets très, très faciles à interpréter dans différentes directions. Oui, mais d'ailleurs, cette idée, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, avec l'idée que le peuple, enfin c'est ce qu'on entend très souvent dans le débat, Hitler serait arrivé au pouvoir de façon démocratique, donc les peuples peuvent voter pour des tyrans qui ensuite abolissent les droits individuels, et donc on a besoin d'un garde-fou qui serait les cours suprêmes, qui seraient les juges. Tout ça s'est mis en place après 1945 pour empêcher le peuple de prendre des décisions autoritaires et de se mettre lui-même sous le joug de tyrans. C'est ça finalement le nœud démocratique dont vous parlez. Oui, alors entendons-nous bien, dans tous les cas, sauf exception, on en a une très récente avec l'invalidation du premier tour de la présidentielle en Roumanie. Oui. Les juges des cours suprêmes n'ont pas le pouvoir d'annuler le résultat d'une élection. Et il faut toujours... Justement, ils sont en train de le faire, oui. Oui, ils profitent de la situation là où ils peuvent se le permettre. Ils ne se le permettraient pas dans les grandes démocraties européennes. Je suis pas sûr, oui. Et qui plus est, il faut rappeler tout de même que Hitler n'a pas été élu. Il est arrivé au pouvoir par une manœuvre, par un coup d'État parlementaire. Enfin, bon. Et c'est très important. Il a fait ensuite ratifier sa désignation comme chancelier par le suffrage populaire, mais dans un premier temps, ce sont les braves politiciens du cru qui l'ont mis en place en espérant s'en servir comme d'un pantin. En quoi c'est la mauvaise appréciation des élus qui a fonctionné, et pas du tout la volonté populaire, même s'il avait un scrutin important. Donc c'est un très mauvais argument, vous avez raison, mais ça donne l'idée, si je rappelle ce fait historique, c'est que ça donne l'idée de la confusion. » qui entoure la manière dont a monté ce peuple
à partir du pouvoir populaire, ce pouvoir des juges qui serait un meilleur interprète du peuple que le peuple lui-même, puisqu'il revendique évidemment la traduction démocratique. C'est pas une décision autocratique qui s'impose à la décision démocratique. Il y aurait deux démocraties, en quelque sorte, celle du corps judiciaire et celle du corps électoral. Ça me semble une idée difficile à soutenir, car à ce moment-là, la question qui se pose, c'est d'où les juges tirent-ils leur légitimité ? La légitimité, c'est le critère ultime d'un régime politique. D'où la tirent-ils ? Du concours d'entrée à l'école de la magistrature, ça me paraît un peu faible. Il n'y a pas de diplôme qui me rend légitime. Ça ne s'achète pas, non plus au marché. C'est quelque chose qui découle de procédures ratifiées par le juge. En esprit démocratique, normalement, les juges devraient être élus d'ailleurs. C'était l'idée révolutionnaire. Évidemment, l'idée bute tout de suite sur le danger de confier à des gens inexpérimentés, qui n'ont pas la connaissance du droit, d'où le haut besoin de qualification professionnelle, qui est celle qu'on demande aux juges. On veut qu'ils connaissent le droit. Ce serait très embarrassant si ce n'était pas le cas. Et c'est ce qui fait qu'on est revenu sur cette noble idée, mais qui n'est pas applicable, il faut le reconnaître. Et donc, mais néanmoins, il y a un problème très profond de la légitimité du juge, et qui me paraît en train d'émerger dans toutes les démocraties d'ailleurs, dans tous les sens. La manière dont le président américain, Trump en l'occurrence, a nommé une série de juges à la Cour suprême de son obédience, et qui ont fait basculer la majorité de cette Cour, pose le problème de savoir si, après tout, comment désigne-t-on ces juges pour qu'ils soient de véritables arbitres. On attend d'eux qu'ils aient une véritable efficacité arbitrale. Ils ne l'obéissent pas totalement et prennent des décisions contraires à ce qui... à ses politiques, mais c'est ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude d'ailleurs. Comment désigne-t-on les juges ? Je pense que ça va devenir un problème aigu dans les démocraties. Raphaël, peut-être sur la légitimité des juges et puis aussi sur l'argument selon lequel si on donne le pouvoir au peuple, il va élire des tyrans du type Hitler 1933. Sur les juges, il y a un autre argument aussi qui montre l'absurdité de dire que c'est un organe démocratique, c'est comment le peuple pourrait-il influer sur leurs décisions. Imaginons qu'à un moment il y ait telle jurisprudence qui ait été rendue, comment faire pour ensuite faire changer d'avis le juge ? On va faire des articles de jurisprudence, des articles de doctrine dans une revue. C'est ça aussi la difficulté. À la Cour suprême américaine, éventuellement, le président peut effectivement essayer de nommer de nouveaux juges pour changer la majorité, etc. Ce qui est quand même un système déjà très, très baroque comme manière de faire, et qui en plus a un décalage dans le temps avec l'état de l'opinion à un instant T. Donc, tout ça est très bizarre. Je suis toujours surpris de voir qu'il n'y a pas plus de débats aux États-Unis sur le fonctionnement de la Cour suprême, alors que nous, quand même, je trouve qu'en France, on a quelques débats sur le rôle du Conseil constitutionnel, le rôle de la juridiction en général. Et donc je trouve qu'on est un peu plus sain de ce point de vue-là que les Américains qui ne remettent jamais ça en question. C'est aussi leur histoire constitutionnelle. Sur le point du risque que ferait peser la démocratie, notamment la démocratie la plus directe, sur les libertés, sur l'avènement de totalitarisme, je trouve qu'effectivement, empiriquement, ça ne se vérifie pas, en fait, tout simplement. La Suisse n'est pas devenue une dictature totalitaire au XXe siècle, elle ne devient pas un régime populiste aujourd'hui, alors qu'en revanche, effectivement, un régime très parlementaire a pu donner naissance au nazisme. Donc, je ne vois pas exactement dans quelle situation les citoyens voteraient aussi évidemment contre leur intérêt, parce que c'est contre leur intérêt d'avoir un régime totalitaire qui les opprime, tout simplement. On peut toujours après chercher, dire qu'on n'aurait peut-être pas eu l'abolition de la peine de mort aussitôt si jamais on avait voté par référendum. D'abord, c'est pas absolument certain. Un sondage d'opinion ne vérifie pas qu'après une campagne, après des débats, on n'aurait pas eu un résultat surprenant. Et puis, surtout, au nom de quoi, en fait, dire aux Français, aux citoyens, s'ils se trompent ou s'ils ne se trompent pas. C'est ça qui est toujours un peu absurde. On dit le peuple a-t-il raison ? Autant au regard de l'histoire, plusieurs siècles après, on peut éventuellement porter des jugements, mais c'est difficile de dire moralement que sur telle ou telle question de société, par exemple, le peuple aurait tort ou raison. Il y a un autre aspect dont vous parlez dans votre livre, Raphaël Dehaene, de la démocratie grecque qu'il nous faut redécouvrir, vous appelez ça la parésia, ça s'appelle la parésia dans la démocratie grecque, c'est-à-dire la capacité de débattre de tout, et notamment la liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la souveraineté populaire qui est attaquée, il y a aussi le principe de la liberté d'expression qui est constitutif de
la démocratie qui est aujourd'hui de plus en plus attaquée au nom justement de au nom justement même de la démocratie. On veut faire taire certaines opinions dissidentes, notamment sur les réseaux sociaux. Et on se souvient du discours de J.D. Vance à Munich qui avait fait beaucoup de bruit, où justement il interpellait les responsables occidentaux sur les démocraties occidentales. Voilà, il disait, croyez-moi, et je le dis avec beaucoup d'humour, si la démocratie américaine a survécu à 10 années de reproches de Greta Thunberg, vous survivrez bien à quelques mois d'Elon Musk. Il avait dit, il avait dit ça, et puis il avait rappelé l'importance de la souveraineté populaire, mais aussi de la liberté d'expression. Et je voudrais vous entendre là-dessus, Marcel Gauchet. Est-ce que, au-delà même du respect de la souveraineté populaire, il n'y a pas un principe fondamental qui est en train de s'éroder aujourd'hui dans nos démocraties, celui de la liberté d'expression et de la capacité d'avoir des débats sur tout? Là, effectivement, vous avez raison sur le constat. Et c'est là où je pense l'argument que vous évoquiez tout à l'heure à propos du nazisme en particulier trouve toute sa portée. Parce que c'est vrai qu'en Europe, pas seulement en France, il y a une hantise de l'idéologie meurtrière. Ça, qui est hérité de notre histoire et qui est totalement étrangère, par exemple, aux États-Unis. Je pense que cela nous met, c'est un héritage empoisonné qui nous met sur une très mauvaise voie. Et personnellement, je sais que ce n'est pas une position très populaire dans nos contrées à cause de cet héritage historique, mais je crois qu'il faudra y venir. Personnellement, je suis partisan de l'équivalent du premier amendement à la Constitution américaine qui garantit une liberté d'expression absolue, hors de tous les cas, qui relève de la justice au sens ordinaire, où il y a l'insulte privée, la menace, bien entendu. Ça, c'est banal. Mais au-delà, je crois que nous perdons énormément en nous enfermant dans cette idée qu'il est nécessaire d'avoir un contrôle des opinions exprimées dans l'espace public. Ça comporte des inconvénients, évidemment. Tout n'est pas brillant dans ce qui s'exprime sur la place publique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec les réseaux sociaux, on atteint même un paroxysme de choses répugnantes, on peut bien le dire. Mais le prix à payer pour le contrôle de cette espèce d'égout à ciel ouvert d'opinions répugnantes, effectivement, est plus élevé que, à mon sens, la volonté de contrôle est plus pernicieuse à long terme que la liberté totale avec tous les inconvénients qu'elle comporte. Aucune censure ne me paraît justifiée, hors des cas habituels je crois que c'est une des pertes d'efficacité du processus démocratique certaine. Tout doit pouvoir être mis sur la table, à tâche pour les gens qui sont les animateurs du débat politique de canaliser, de répondre, d'argumenter. Ce débat en France, j'y ai un peu participé, il date notamment de la fameuse loi Guessot. Criminalisée, dont l'objet est de condamner judiciairement les négateurs de la Shoah. Je pense que les historiens sont capables de réfuter les négateurs de la Shoah et que c'est comme ça qu'on emporte véritablement la conviction. Pas en poursuivant des gens qui tiennent des discours plus ou moins aberrants sur le sujet, en prétendant avoir des révélations exclusives sur le fait que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il faut accepter cette discussion. Et je n'ai aucun doute sur la capacité démocratique, c'est le point. Est-ce qu'on fait confiance à la démocratie, c'est-à-dire à la discussion ou pas? Et moi, je fais totalement confiance à la discussion pour ramener à leur place les arguments qui nous paraissent effectivement déplacés ou dangereux. Raphaël Dahan, effectivement, ce rejet de la liberté d'expression, en fait, c'est vraiment un point nodal de méfiance envers la démocratie, c'est-à-dire méfiance envers la capacité qu'auraient les gouvernés à débattre sereinement et à pouvoir discuter sans basculer dans la violence. C'est même plus qu'une méfiance envers la démocratie, c'est une méfiance envers la raison, en fait. C'est une méfiance envers le libre marché des idées qui, on pense qu'en laissant les idées libre cours aux idées, elles ne vont pas donner lieu, en fait, à une confrontation d'arguments et donc à dégager, sinon la vérité, au moins le meilleur et le plus sage. Alors que c'est un débat qui a pourtant été, je trouve, bien tranché par des philosophes anciens, enfin du 19e siècle, comme John Stuart Mill, dans son fameux livre On Liberty, qui a
vraiment très bien exposé les termes du débat et montré à quel point c'était idiot du point de vue de la qualité du débat public de censurer les opinions, puisque précisément on empêche dans ce cas-là aussi de trouver les contre-arguments contre ces opinions. C'est ce que Marcel Gauchet vient de dire sur la négation de la Shoah. Et donc, ce qui est embêtant, c'est qu'on voit aujourd'hui que ça se répercute au niveau de la classe politique, où il y en a quand même, maintenant, il y a un réflexe qui arrive de faire des procès pour incitation à la haine, etc., de politique à politique. Et même si c'est rare que ça aboutisse véritablement à des condamnations, c'est quand même, je trouve très gênant qu'un homme politique soit en permanence en train de se dire, enfin soit soumis à se dire, ah si je dis ça, peut-être qu'on va me traîner en justice. Et il ne faut pas que les politiques soient restreints dans leur propre liberté de parole, parce que sinon, effectivement, non seulement ils ne diront pas ce qu'ils jugent être la vérité, mais surtout leurs électeurs vont aussi se rendre compte qu'ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent. Or, le fait que les électeurs ne pensent pas que les politiques disent ce qu'ils pensent est une des sources de la défiance aujourd'hui envers les politiques. Je pense même que c'est le succès aussi inversement de ceux qui ont l'air de dire tout ce qui leur passe par la tête, comme Donald Trump. Au moins, ils ont l'air sincères. Et le fait d'à ce point censurer ou menacer de censure la parole politique ne va pas dans le bon sens. Je voudrais qu'on revienne sur on a fait le constat de cette faillite démocratique et maintenant sur la question des solutions à apporter pour dénouer ce nœud démocratique dont vous parlez, Marcel Gauchet. Est-ce que vous pensez que la solution du référendum peut être une piste pour trancher ce nœud démocratique, notamment en matière d'immigration, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a une majorité des Français qui se positionnent pour des mesures fortes de contrôle des flux migratoires et que ces mesures ne sont pas applicables dans l'état du droit actuel et qu'il faudrait peut-être prendre le référendum, utiliser le référendum pour contourner les cours suprêmes ou ce nœud démocratique. Alors, la pire situation pour un régime démocratique, c'est la perception par les citoyens que les politiques appliquées sont anti-majoritaires. Et or, c'est très exactement dans cette situation que nous sommes. On ne peut pas imaginer plus grande source de malaise démocratique. On sait, tout le monde sait, à commencer par les politiques, que l'action qu'ils mènent est contraire aux vœux majoritaires. C'est une situation malsaine au suprême degré. C'est une comédie. Le processus démocratique devient une comédie. Donc, dans tous les cas, je suis convaincu que l'intégration du référendum dans le système représentatif, parce que c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Nous ne sommes pas dans une alternative ou une démocratie référendaire ou un système représentatif. Le moment est venu de les articuler. Et alors, là, on est dans une question de technique politique pour le faire de manière aussi raisonnée, intelligente, sage que possible. Et le cas du référendum sur l'immigration que vous évoquez montre bien la difficulté du problème. Parce qu'on ne va pas poser la question, êtes-vous pour ou contre l'immigration? C'est absurde. Comment définit-on les questions posées au peuple souverain? C'est ça la question du référendum, en fait. C'est comment on les définit. Et évidemment, ce dont je suis convaincu, c'est qu'un vrai débat de type référendaire, une fois une question ou une série de questions, parce qu'une des manières d'échapper au simplisme qu'on reproche beaucoup à la démocratie, en disant les problèmes sont compliqués et vous voulez des solutions binaires. Non. On peut articuler une série de questions au lieu et débattre de ces questions chacune pour elle-même. Et dans un cas comme l'immigration, je suis sûr qu'un débat qui mettrait sur la table des données qui échappent à la grande majorité, parce que c'est un phénomène très complexe en fait, serait un moyen d'apaiser les tensions dont ce sujet fait l'objet. Je n'ai aucun doute là-dessus. Raphaël Laurent, vous avez une proposition, vous précise, pour réintroduire une dose de démocratie directe dans notre système politique. Est-ce que vous pouvez nous résumer, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Vous êtes demain au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour réintroduire le référendum? Il y a deux points qui me paraissent importants. Le premier, c'est d'ouvrir le champ des sujets qui peuvent être soumis à référendum. Alors on peut toujours débattre juridiquement de savoir si le Conseil constitutionnel a vraiment la possibilité de contrôler le décret qui convoque les référendums, etc. Mais bon, ce serait quand même mieux si les choses étaient claires et qu'on dise, voilà, la plupart des sujets, en précisant les thèmes, peuvent être soumis à référendum. Il y a quelques points, la loi de finances, peut-être que c'est pas opportun de la soumettre à référendum, d'accord, mais pour le reste, et notamment des sujets comme l'immigration, il faut que ça puisse être soumis au peuple. Ça me paraît clair, alors que c'est pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui.
Le deuxième point, la deuxième proposition que je fais, qui est pour essayer de pallier l'absence de volonté politique aujourd'hui pour déclencher des référendums, c'est de transformer ce qui existe aujourd'hui, mais qui ne sert à rien dans la Constitution, qui s'appelle le référendum d'initiative partagée, qui consiste à permettre à des parlementaires, s'ils arrivent à réunir les signatures de 10% du corps électoral, ce qui est gigantesque, quasiment 5 millions de signatures, alors ils pourraient... Non, et donc ça n'a jamais abouti. Je crois que le référendum d'initiative partagée qui avait été envisagé sur la privatisation d'Aéroports de Paris avait atteint 1 million de signatures et c'était après beaucoup d'efforts. Donc clairement, ça a été fait explicitement pour ne jamais être utilisé. Et donc je propose de transformer cette procédure inutile en quelque chose de plus simple qui serait un référendum d'initiative parlementaire en proposant que un seuil qu'on peut fixer, moi je propose un quart des députés puissent une fois par an seulement soumettre une proposition de loi à référendum. Il y aura un référendum par an. Alors par quart de députés. Donc ça pourra en faire un plus si jamais ils veulent s'en saisir. Mon idée étant que il faut instaurer une sorte de jeu entre le président de la République qui aujourd'hui a quasiment l'exclusivité en fait pour déclencher le référendum et une éventuelle opposition, voire sa propre majorité, pour que les sujets importants dont les Français se préoccupent arrivent à un moment ou à un autre sur la table. Parce qu'en fait aujourd'hui, je suis persuadé que si l'opposition pouvait elle-même, avec des conditions à discuter, convoquer un référendum, on arriverait assez vite en fait à un référendum, par exemple sur l'immigration. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est donc cette possibilité-là. Le risque est d'avoir trop fréquemment des référendums. C'est pour ça que je propose des limites temporelles. Il ne faut pas lasser non plus les électeurs en les convoquant toutes les semaines sur des sujets inutiles. Ce qui pourrait arriver, cela dit, avec un président qui voudrait s'en servir de manière cosmétique. Hein, c'est pas forcément exclu. Mais je pense que voilà, c'est une proposition mécanique pour essayer de combler ce vide, sachant qu'après, il y a aussi une question de culture politique qu'il faut essayer de modifier. Oui, alors justement, pour parler de la culture politique, Marcel Gauchet, est-ce que vous ne craignez pas que le référendum ou la démocratie directe, dont le modèle est effectivement la démocratie grecque, athénienne, fonctionnait sur une idée de la citoyenneté très très élevée, c'est-à-dire sur une implication du citoyen dans la vie publique. Souvent, d'ailleurs, la démocratie grecque reposait sur l'esclavage, donc le citoyen pouvait se vaquer à la vie publique de façon quasiment exclusive. Il était concentré sur cette délibération, cette quête du bien commun. Est-ce que vous ne craignez pas que dans une société individualiste, consumériste, identitaire, où chacun est replié sur sa sphère privée, sur ses intérêts particuliers, eh bien, mécaniquement, le référendum fasse triompher la démagogie et les intérêts particuliers au détriment du bien commun? Toute élection comporte le risque de faire triompher les intérêts particuliers et la démagogie, et je trouve que nous en sommes assez témoins. L'expérience est faite. Donc ça ne changerait rien. On rentrerait dans le lot commun. Le danger est effectivement la lassitude et la trop faible participation. C'est un des bons arguments. Il y a eu quelques référendums avec une très faible participation qui n'encourageait pas à l'idée que c'était une voie légitime, importante aux yeux même du peuple, puisqu'il ne participait pas. Je crois que la situation a beaucoup changé aussi. Il y a une question de climat politique, d'enjeux. Et je crois que sur un certain nombre de sujets, je prends l'exemple parce qu'il est d'actualité de la fin de vie, je suis sûr qu'un référendum sur ce sujet aurait mobilisé beaucoup les citoyens. Il y a une part de départicipation qui fait partie maintenant du paysage, on l'aurait tout aussi bien dans cette procédure, mais je pense que l'intérêt de la procédure du référendum, c'est pas seulement le vote, c'est le débat en amont. C'est là qu'est l'apport le plus important de la procédure référendaire. Et même si les gens ne vont pas voter, dans un pays très politisé toujours, en dépit de tous les traits très justes que vous avez évoqués, je ne doute pas que l'impact intellectuel de cette discussion publique serait considérable et représenterait un progrès démocratique. Et sur la question de la démagogie, Raphaël Dohan, est-ce que, par exemple, sur une question comme la dépense publique ou les retraites, si on demande leur avis en français, on le voit dans les sondages, par exemple, ils sont pour le retour à la retraite à 62 ans. On sait bien que, vu l'état de notre finance publique, ce serait absolument catastrophique. Est-ce que vous faites confiance, vous, à la maturité du peuple français pour pouvoir s'auto-infliger un allongement de l'âge de départ, ou est-ce que forcément ce sera impopulaire? Alors, je sais que la Suisse en a décidé autrement, mais la Suisse n'a peut-être pas la même mentalité de rapport au travail, de rapport
à l'effort qu'a la France. Est-ce que vous craignez pas une forme de triomphe de la démagogie si on posait cette question aux Français? La première chose, c'est que la classe politique elle-même ne s'est pas montrée d'une maturité extraordinaire sur ce sujet-là, mais indépendamment de démocratie directe ou pas. La deuxième chose, c'est que l'avantage du référendum, c'est aussi que ça responsabilise les citoyens et les électeurs, parce que c'est eux-mêmes qui décident pour eux-mêmes. Alors, quand c'est une question de vie ou de mort, comme déclencher la guerre à Athènes, quand on vote la guerre, on va soi-même porter les armes, on va soi-même mourir. Donc évidemment, on ne vote pas à la légère. Mais ce serait pareil pour un référendum sur les finances publiques ou les retraites, par exemple. Évidemment, on se dit peut-être que tout le monde va vouloir voter pour avoir plus d'argent à la fin du mois, pour partir à la retraite plus tôt, etc. Mais l'avantage, c'est que, comme le dit Marcel Gauchet, il y aura un long débat et nourri auparavant qui montrera aussi les avantages et les inconvénients du système. C'est-à-dire qu'on voit aussi tous les actifs qui vont perdre peut-être à avoir justement une retraite plus tôt. Les actifs deviennent de moins en moins nombreux et les retraités de plus en plus nombreux. Il y a ce problème dont je crois que vous allez parler dans une prochaine émission. Mais oui, et donc tout l'équilibre du système serait beaucoup plus mis à nu qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les débats qu'on a eus sur la réforme des retraites sont quand même assez pauvres dans l'état actuel des choses, et je pense qu'il serait bien meilleur et qu'il ferait changer d'avis beaucoup de gens si toutes les données du problème étaient mises à plat dans le cadre d'une procédure de référendum. Vous êtes d'accord avec ça, Marcel? Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on serait surpris, comme on a pu être surpris à propos du référendum sur la Constitution européenne, par le résultat d'une réflexion où les gens, en effet, réfléchissent d'abord, effectivement, être en retraite plutôt, très bien, mais ils ont des enfants, ils travaillent dans des collectifs où ils voient bien l'écart des situations. Je pense que tous ces éléments deviendraient présents dans leur esprit. Qu'est-ce qui pousse, entre autres choses, à ces opinions, à cette culture des intérêts particuliers? C'est le fait qu'on ne réfléchit pas au sujet. Quand vous êtes obligé, par la situation, de réfléchir à une question, généralement, vous changez d'avis. Et je crois que c'est un des éléments importants de la procédure. Dernier élément peut-être sur la contestation de l'idée de référendum. On est quand même dans une société extrêmement fracturée aujourd'hui, avec des grands blocs, un bloc de gauche, un bloc du centre, un bloc de droite, et une forme d'extrémisation du débat. Est-ce qu'on peut encore dégager des majorités, du 50%, quand on est effectivement dans cette France archipélisée, où les fractures sociales, culturelles et communautaires sont très fortes? Est-ce qu'on peut encore arriver à faire des majorités? C'est une vieille discussion, parce que la fracture du paysage politique français n'est pas une nouveauté. Il y a eu, la Ve République a opéré une simplification, mais par le passé, ce n'était pas le cas. C'était la complication bien plus grande que celle d'aujourd'hui, d'ailleurs. Je crois que, justement, il faut séparer ce qu'on appelait à l'époque les majorités d'idées, des majorités politiques répondant à une idéologie, à un engagement bien particulier. Et peut-être justement, le référendum est le moyen de faire saisir de façon très tangible aux citoyens qui sont dans le même bateau, au-delà de leur partage d'opinion, par ailleurs parfaitement légitime. C'est peut-être le contraire. Je pense que le sentiment d'avoir un commun à décider serait là plus vif qu'il ne l'est quand on vote pour des représentants. Raphaël Dohan, est-ce que c'est la solution miracle? On a vu que le Brexit au Royaume-Uni, démocratie directe, référendum, ça n'a pas solutionné les problèmes du Royaume-Uni, qui est aujourd'hui encore en grande difficulté sur un très grand nombre de sujets. Rien n'est une solution miracle, et puis le Brexit, c'est quand même une tâche assez gigantesque. Bon, il y avait aussi l'application à mettre en œuvre derrière, c'est un peu comme le traité sur la Constitution européenne, le traité de Lisbonne. Mais je vais amender dans le sens de Marcel Gauchet sur le fait qu'on est surpris quand on regarde les enquêtes d'opinion sur le nombre de majorités en fait, que les Français réunissent sur différents sujets. J'étais surpris par exemple de voir qu'il y avait un sondage Ipsos de 2021 qui montre que non seulement une majorité de Français sont favorables à la suppression du statut de fonctionnaire, mais même une majorité d'électeurs de gauche, dont 47% des électeurs de la France insoumise. Ce qui me paraît très étonnant, mais comme quoi on peut être vraiment surpris par là où les Français seraient prêts en fait à faire. Alors, je dis pas d'ailleurs qu'il faut faire celle-là, mais sur l'immigration par exemple, les sondages disent en gros que 75% des Français sont d'accord pour la réduire. Sur le nucléaire, 65% des Français sont favorables à ce qu'on construise plus de centrales. Donc il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels les Français sont bien plus majoritairement d'accord que ne l'est la classe politique. Donc c'est pour ça que passer outre les divisions
des partis politiques permet d'agir plus vite. Écoutez, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. On verra si les politiques écoutent vos préconisations et osent enfin mettre en œuvre ce référendum. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à suivre le Club Le Figaro Idée en podcast et sur YouTube, à partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Notre débat n'opposera pas la France du oui et la France du non, mais la guerre des générations. Est-ce qu'il y a un clivage aujourd'hui nouveau qui émerge en France entre les jeunes et les vieux, notamment sur la question des retraites? Eh bien, on en débattra la semaine prochaine. À bientôt.